Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, un autre épisode dans la série Entrepreneur, mais en fait c'est un épisode qui est davantage sur les finances personnelles. Je pense que oui, ça va toucher un peu plus ceux qui sont à leur compte, les travailleurs autonomes, mais je pense que ça peut également rejoindre des employés, là, surtout des employés qui ont eu des promotions, c'est-à-dire que leur salaire a vraiment jumpé d'une année à l'autre. Et en fait, je veux vous faire éviter une erreur que beaucoup de gens vont commettre quand ils commencent à faire un peu d'argent. Puis tu sais, je vais vous partager de ma propre expérience. Tu sais, moi je me rappelle la première fois que j'ai réussi à générer plus que 2000$ dans ma semaine. Tu sais, je capotais, là. Je me disais, hey, avec ça, je vais faire plus que 100 000 par année. Tu sais, à l'âge que j'avais, c'était comme une étape importante dans ma vie. Tu sais, j'étais passé d'un technicien à 20$ de l'heure à l'époque. Et là, je venais de ramasser plus que 2400$ en une semaine comme travailleur autonome, donc à mon compte. Et je tiens à préciser que dans ce temps-là, je travaillais 7 jours sur 7, à peu près 10 heures par jour. Fait que, tu sais, calculé à l'heure, ça revenait pas si payant que ça. Mais reste que je m'étais prouvé que j'étais capable de gagner de l'argent par mes propres moyens et que pour moi, à ce moment-là, 2400$ en une semaine, c'était de la grosse argent. Mais tu sais, je me suis vite rendu compte que 2400$ brut, tu sais, après l'impôt, après les cotisations sociales, il en restait pas mal moins que je pensais. Au fait, je me rappelle, après ma première année comme travailleur autonome, quand j'ai envoyé mes papiers au comptable, puis que lui, il me dit combien je devais remettre à Revenu Québec, puis à l'ARC, l'Agence de Revenu Canada, j'étais découragé parce que j'avais travaillé comme un malade toute l'année, littéralement. Tu sais, autant à gérer des clients qu'à nettoyer des chars puis tout le tralala. Mais au bout de tout ça, il fallait que j'envoie des dizaines de milliers de dollars au gouvernement. Puis honnêtement, c'est là que je me suis rendu compte que le système de santé il était pas si gratuit que ça. Tu sais, tout ça pour dire que dans mi-vingtaine, quand ça fait un petit bout que tu ramasses des 10 000$ par mois, dans ma tête, je commençais à penser que j'étais riche. Tu sais, c'était comme, j'avais jamais fait ça premièrement. Puis tu sais, quand je voyais l'argent qui s'accumulait dans mon compte de banque, puis que moi, toute ma vie avant ça, j'étais habitué à ce qu'il reste à peu près 1000$ à la fin du mois. Mais quand ça a commencé à dépasser 25, 30 000, tu sais, j'aurais pu être tenté de dépenser tout ça. Et ce qui m'a aidé, c'est que, ben, de un, je travaillais tellement que j'avais pas le temps de dépenser. En partant, ça aide quand t'as 0 journée de congé. T'as pas le temps de vouloir voyager, de faire des sorties ou d'acheter quoi que ce soit. Je me levais, je travaillais, je me couchais, puis c'était ça sur repeat. Et là, je suis pas en train de dire que c'est la bonne chose à faire, mais que moi, ça faisait en sorte que la tentation de dépenser mon cash était comme moins présente. Et l'autre chose qui a fait en sorte que je me suis pas excité avec mes revenus, c'est que j'avais déjà découvert l'investissement en bourse. Donc, comment ça fonctionnait les actions, le CELI, le REER, puis tout ça. Donc, moi, dans ma tête, j'étais en retard au niveau de mes placements. Et à cet âge-là, je me rappelle, je pouvais cotiser autour de 25 000$ dans mon CELI. Donc, en utilisant mes droits de cotisation qui étaient inutilisés dans les années précédentes. Donc, à ce moment-là, remplir mon CELI, ça a été comme ma première priorité. Après ça, quand je l'ai maximisé, je voulais descendre mon revenu imposable. Donc, j'ai commencé à cotiser à mon REER. Après ça, j'ai ouvert un compte non enregistré. C'est là-dedans que j'ai commencé à faire des transactions de swing trading. Je commençais également à bâtir un portefeuille à l'extérieur de mon CELI de Montréal. Donc, grosso modo, c'est comme ça que mon parcours d'investisseur autonome a commencé. Et bref, le fait qu'à 25 ans, je savais déjà utiliser une plateforme de courtage, que je connaissais les actions, puis que j'étais conscient de l'effet exponentiel des rendements composés, ben, je voulais commencer le processus, puis je voulais investir le plus d'argent possible. T'sais, encore aujourd'hui, je continue à réinvestir un grand pourcentage de mes revenus avec l'idée que je veux atteindre un portefeuille de 10 millions d'ici l'âge de 40 ans. T'sais, là, dites-vous que présentement, j'en ai 34. Donc, théoriquement, il me reste 6 ans pour atteindre mon objectif. Mais bref, pour revenir sur le sujet de l'épisode, je vois beaucoup de personnes dans la mi-vingtaine ou fin vingtaine, début trentaine,
qui s'excitent avec leur argent et qui dépensent sans trop réfléchir. Puis, c'est sûr que je le vois davantage du côté des travailleurs autonomes qui s'affichent sur les réseaux sociaux. À chaque fois qu'ils publient, c'est des photos d'un resto avec les bouteilles de champagne, des vidéos dans leur Mercedes en train de donner des conseils, leur voyage en Europe, tout ça. Et ça peut avoir l'air super impressionnant pour un jeune de 18-19 ans. Mais sinon, moi, ce que je vois, c'est check comment je dépense mon cash au lieu de la réinvestir dans ma business ou de me bâtir une liberté financière. Et la plus grande problématique derrière ça, c'est que souvent, en tant que travailleur autonome, on prend nos chiffres, on prend nos revenus, puis on assume une croissance à partir de là, ou au pire, on se dit que ça sera pas bien en bas de ça. Là. Ça devient comme notre nouveau revenu plancher, mais dans les faits, ton meilleur mois ne représente pas le reste de ton année, et ton année ne garantit pas non plus tes revenus pour les 5-10 prochaines années. Là. C'est, évidemment, là, je m'adresse pas aux médecins, dentistes, pharmaciens, etc. Je parle de travailleurs autonomes. Tu sais, je donne un exemple. Je connais des courtiers immobiliers qui ont fait plus que 250 000 en 2020-2021. Et oui, c'est un excellent revenu. Sauf que là-dedans, il y en a qui ont fait l'erreur de se monter un rythme de vie qui nécessite des revenus constants de 250 000 par année. On parle d'un nouveau char, une nouvelle maison, une Rolex, etc. Et là, tout d'un coup, dans les 2 dernières années, ça a été un peu plus tranquille sur le marché immobilier, mais leur paiement, eux autres, ils ont pas arrêté. L'erreur à ne pas faire, c'est de prendre sa meilleure année puis extrapoler en se disant qu'à partir de maintenant, c'est le minimum puis ça peut juste aller en montant. C'est malheureux, mais en affaires, que ce soit comme travailleur autonome ou comme propriétaire d'une compagnie, il y a des années meilleures que d'autres. C'est pas comme un employé que maintenant tu as une certaine sécurité d'emploi, une certaine croissance de ton salaire. Encore là, ça veut pas dire que tu n'auras pas une perte d'emploi, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de coupure au niveau des heures de travail, mais bref, c'est plus... normalement, c'est plus les travailleurs autonomes puis les compagnies qui vont ressentir les fluctuations de l'économie. Et là, je parle de courtier immobilier, mais on peut le constater aussi avec des influenceurs, particulièrement des influenceurs qui sont dans le domaine des services financiers, de l'immobilier, de la crypto, ou n'importe quel autre domaine dans lequel ils veulent donner une certaine impression de succès financier. Mais en réalité, c'est que dans 99% des cas, c'est du monde qui font même pas 200 000 par année et qui donne l'illusion qu'ils mènent une vie de multimillionnaire. Tu sais, tout le linge qu'ils portent, les voitures, les sorties, tout ça. Oui, ils ont un paquet d'affaires puis ça a l'air à rouler, mais savez-vous aussi qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont sûrement du trouble avec Revenu Québec parce que là-dedans, je peux vous garantir qu'il y a une méchante gang, que leurs impôts sont pas à jour, qu'il y a des taxes qui ont financé leurs dépenses avec des TPS TVQ, que leur DAS c'est pas fait, ils n'ont pas fait de cotisation obligatoire. Tu sais, il y a un paquet d'affaires que au niveau de la comptabilité, ça te rattrape plus tard. Fait que quelque part dans le temps, ils vont recevoir une lettre ou un appel, puis ils vont se rendre compte que finalement, ils doivent un paquet de fric au Revenu Québec ou l'ARC. Puis tu sais, pas besoin d'être un expert de la finance pour savoir qu'il y a une méchante différence entre un travailleur autonome qui fait 250 000 par année pendant 2 ans d'affilée, comme le courtier que je vous parlais, versus un joueur de hockey qui signe un contrat de 7 ans à 5,5 millions par année. Pourtant, il y a bien des entrepreneurs qui veulent donner l'impression qu'ils sont dans la même ligue. Écoute, pour moi, une Rolex, même une Rolex de base à 15-20 000 $, c'est pas quelque chose que tu t'achètes quand tu es un travailleur autonome dans vingtaine. Tu sais, que tu fasses 150 000, 300 000, 500 000 par année, de un, tu n'as aucune garantie que tes revenus vont rester constants, et de deux, et c'est surtout ce point-là, c'est que ton argent est tellement plus rentable ailleurs. Et encore là, le but de l'épisode, c'est pas de dire au monde quoi faire avec leur argent. Puis l'idée, c'est pas non plus de se dire qu'il faut jamais se gâter. Tu sais, je donne un exemple. Moi, quand je prends des notes, je fais tout le temps ça à la main. Là. J'écris pas ça sur un portable, j'aime pas ça. Donc, pour me gâter, là, des années, quand j'ai atteint mon premier 100 000 emplacements,
qui était un milestone que je voulais atteindre, ben, je me suis acheté un stylo Montblanc. Tu sais, ça vaut, je sais pas, 500-600$. C'est cher pour un crayon, mais c'est pas exagéré comme dépense. C'est pas quelque chose de récurrent. Tu sais, puis encore là, c'était à la hauteur de mon épargne puis de mes revenus. Donc, dans ce cas-là, ça n'a aucune espèce d'incidence sur ma liberté financière versus se pogner un char en financement à 1500, 2000 par mois, plus les assurances, plus l'entretien, etc. C'est sûr qu'au bout de 3-4 ans, ça commence à faire pas mal d'argent qui a été mis, entre guillemets, au vidange. Et là, je tiens quand même à mettre un bémol là-dessus parce que pour certaines personnes, pour des professionnels, c'est vrai que dans certains domaines, t'as pas le choix de dépenser un minimum pour être pris au sérieux. Et là, c'est plate, mais la perception des autres, on s'en fout, à part quand tu perds des clients à cause de ça. Tu sais, si t'es un gestionnaire de portefeuille et que tu cherches des investisseurs pour qu'ils mettent des millions, c'est sûr que si t'arrives en Toyota Corolla 2010, ça donne pas la meilleure impression. Ça donne pas nécessairement l'impression que tu es un gestionnaire talentueux et fortuné. Encore une fois, c'est plate, mais le raisonnement de 90% du monde, c'est que il a un beau char, il doit faire de l'argent pour se payer ça. S'il fait de l'argent, c'est parce qu'il est bon dans son domaine. Et ce raisonnement-là, il est inconscient, mais malheureusement, je suis convaincu que ça reste une réalité en affaires. Et c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais veut pas, quand on n'a aucune autre information sur quelqu'un, la première affaire qu'on peut juger, c'est l'apparence, c'est son apparence. Dans le sens que autant ses vêtements, sa coiffure, son parfum, et comme je te dis, la bagnole dans laquelle il arrive. Donc tout ça pour dire que je comprends que pour certains professionnels, ils doivent dépenser un peu pour ce type d'affaires-là qui pourraient être vus comme étant du gaspillage ou du luxe ou quoi que ce soit, mais je considère que c'est normal puis que c'est comme l'équivalent de frais marketing pour faire sa promotion. Mais le problème avec ça, c'est plus les gens qui vont vivre comme un riche sans avoir les revenus pour suivre ça, pour backer leur lifestyle, parce que vivre comme un riche, ça coûte cher, puis c'est difficile de ralentir les dépenses du jour au lendemain parce que, de un, tu t'habitues à ton rythme de vie. Si tu manges du steak aux 2 jours, puis que du jour au lendemain, il faut que tu passes au craft dinner, tu vas faire un méchant saut. Et de 2, si tu slackes un peu, mettons, tu dis « Wow, là, je suis peut-être en train de trop dépenser », ben le monde autour de toi, qui sont comme dans ton cercle d'amis ou dans le même domaine que tu travailles, ils vont te poser des questions. Ils vont dire, là, es-tu tranquille ce temps-ci? Qu'est-ce qui se passe? Là? Pourquoi tu sors plus? Quand t'es pogné là-dedans, ça vient souvent avec des gros engagements financiers, des grosses dettes à rembourser. T'es habitué de voyager 3-4 fois par année. T'es toujours rendu dans un resto à Montréal. Donc, t'es à la merci de tes revenus. Toi, tes affaires, faut pas que ça arrête. Là. Faut tout le temps que ça roule. Plus ça va, plus t'as des billes à payer. Donc, faut pas que tu arrêtes de générer du cash 2 minutes parce que tu es constamment en train d'améliorer ton train de vie à la hauteur de tes revenus et ça met nécessairement une pression sur tes finances. Et je vous dis ça par expérience. Je connais plusieurs travailleurs autonomes qui font plus que 150 000 par année et qui vivent le même stress financier que quelqu'un qui fait 50-55 000 par année. C'est sûr que le gars qui a le triple de revenus, il a un plus beau char, il a une plus grande maison ou un plus beau logement. Mais dans les 2 cas, une fois que toutes les factures sont passées, dans les 2 cas, il ne reste pas grand-chose dans leur poche. Et je vous le dis, je vois couramment des entrepreneurs qui font dans les 200 000, puis les cartes de crédit sont loadées, puis ils n'ont pas une scène dans leur placement. Donc pour eux autres, plus le temps passe, plus ils sont esclaves de leur train de vie, puis ils ont constamment la nécessité de générer des gros revenus. Et à l'inverse, quand tu es quelqu'un qui a des investissements sur les marchés financiers, c'est le contraire. C'est-à-dire que le temps, il joue en ta faveur. Je donne un exemple. Moi, chaque mois, je reçois des intérêts. À chaque mois, je reçois des versements de dividendes. Puis au fil du temps, le prix des actions que je possède, ils prennent de la valeur. Prenez 2 minutes puis regardez le prix d'une action de n'importe quelle grande société. Mettez ça sur une période de 10 ans.
Si je donne un exemple, il y a 10 ans, Microsoft il était à 35$. Aujourd'hui, Microsoft s'est rendu à 440$. Apple s'est passé de 17$ à 212$ par action. C'est à noter que le prix que je donne là, c'est le prix ajusté avec les splits qui ont eu lieu au cours des dernières années. Le point derrière ça, c'est que n'importe qui avait investi dans un fonds qui a une exposure à l'indice SP500, il aurait pu bénéficier de la croissance de ces compagnies-là. Et si vous regardez une courbe exponentielle, là, c'est la courbe qu'on utilise pour illustrer les intérêts composés dans le temps, ben les 10 premières années, c'est les moins bonnes. Ce qui est extraordinaire, c'est dans 20 ans, mais que ça fasse une trentaine d'années au total, la valeur des gains par rapport au capital investi, ça n'a pas rapport. T'sais, j'ai déjà fait l'exercice juste avec 500$ par mois sur une période de 30 ans. Tu vas avoir investi de ta poche 180 000, mais ton portefeuille, lui, va dépasser 1 million de dollars. Autrement dit, tes rendements composés sur 30 ans, ils vont avoir généré plus de 820 000$. Donc ça, c'est plus que 4 fois le capital que tu as investi. Et en gros, je peux vous garantir que si tout le monde se promenait avec sa valeur nette détampée dans le front, le comportement des gens et les habitudes de consommation, ça serait complètement différent. Parce que présentement, tout ce qu'on peut voir, c'est ce que les gens achètent avec leur argent. Après ça, on peut juste extrapoler sur le revenu qu'on pense qu'ils font. Mais tu sais, c'est très biaisé, là, parce que comme je vous dis, on ne connaît pas leur niveau d'endettement, on ne voit pas le solde sur leur carte de crédit, on ne voit qu'une seule partie de l'équation, et c'est très, comme je vous dis, il y a beaucoup d'illusions là-dedans. Et pour conclure l'épisode, il y a un double message ici. D'une part, pour les employés qui font 70, 75, 80 000 par année, puis qui sont heureux dans leur travail, évidemment, ben comparez-vous pas avec le monde qui affiche leur lifestyle sur Instagram ou TikTok. De un, vous savez pas le nombre d'heures qu'ils travaillent, vous savez pas les risques qu'ils prennent, vous savez pas si leurs impôts sont payés, puis surtout, vous savez pas c'est quoi leur valeur nette. C'est ça que je veux vous faire comprendre, c'est que c'est quoi qui reste à la fin, c'est quoi la richesse que tu accumules au fil des années, ça va avoir une pas mal plus grosse incidence sur ta qualité de vie une fois que tu arrêtes de travailler. Dans bien des cas, si vous n'êtes pas surendetté et que vous avez un petit fonds d'urgence, vous êtes probablement en meilleure posture que vous pensez. Et le deuxième message, ça s'adresse aux travailleurs autonomes et aux propriétaires d'entreprises qui connaissent du succès. Premièrement, félicitations, parce que je sais ce que ça prend, puis je sais que c'est pas facile. Mais deuxièmement, essayez de voir votre argent comme quelque chose que vous pouvez multiplier, quelque chose qui peut travailler pour vous dans le temps, plutôt que de vous servir en fait uniquement de l'argent pour montrer que vous avez de l'argent. Tu sais, je le sais que c'est tentant parce que vous travaillez fort, puis en même temps, c'est le fun aussi de faire toutes ces activités-là, de vivre un peu de luxe, de se gâter de temps en temps. Mais ultimement, vous allez avoir dépensé des milliers de dollars pour le regard des autres, pour le jugement de parfait inconnu, au lieu de l'avoir investi pour vous-même, pour finir un jour par profiter de la vie avec des revenus passifs, puis justement éviter de courir jusqu'à la fin de vos jours. L'objectif, c'est que maintenant, du moins à mon avis, l'argent que tu as travaillé finisse par te redonner des revenus passifs. Encore là, si tu veux continuer à travailler, il n'y a pas de souci. Si tu aimes ce que tu fais, c'est fantastique. Sauf que si tu as la liberté de dire « Moi, je veux juste travailler une journée dans ma semaine, je veux complètement arrêter, je veux m'en aller en voyage pendant 3 mois, je veux me concentrer sur la rédaction d'un livre, peu importe c'est quoi votre objectif à vous, vous allez avoir cette liberté-là. Et cette liberté-là vient avec de l'épargne, de l'investissement. Et l'argent que vous avez durement gagné, c'est elle finalement qui va financer toutes vos dépenses dans le futur. Et sur ça, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire quoi faire avec votre argent. Je partage ma vision par rapport aux finances personnelles puis comment s'enrichir dans le temps. Donc, si vous aimez le podcast, je vous encourage à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et sur ce, on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.